Je vous rappelle un peu ce que j'ai fait la dernière fois. La dernière fois, je vous ai parlé de division cellulaire. Alors, il me reste encore une toute petite chose que je ne vous ai pas dit sur la division cellulaire et qui en fait a été un peu couverte dans le séminaire après de Jens Elgeti. Je vais juste vous rappeler ça. Après, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est parler de monocouches de cellules épithéliales. Je vous ai dit que mon modèle pour ça, c'était souvent le disque imaginal de l'aile de la drosophile. Et je vais essayer de vous montrer un modèle très simple pour ces monocouches qu'on appelle les modèles de vertex. Donc, je commence par la division cellulaire. Et ce dont je veux parler, c'est de la régulation. Alors, c'est numéro 3, régulation mécanique de la croissance. Pression homéostatique. Alors, ce sur quoi j'ai beaucoup insisté la dernière fois, c'est que dans un tissu, les cellules se divisent et il y a un taux de division que j'ai appelé KD. Ça, c'est le nombre, la probabilité par unité de temps qu'une cellule se divise. Il y a un taux de mort cellulaire ou d'apoptose que j'ai appelé Ka. Et puis le taux de croissance du tissu, c'est la différence entre le taux de division cellulaire et le taux de mort cellulaire. Ça, c'est le taux de croissance. Il va de soi, et j'ai donné des exemples la dernière fois, que la croissance d'un tissu est un mécanisme qui est hautement régulé. Il ne faut pas qu'elle se produise trop vite, il ne faut pas qu'elle se produise trop lentement. Il y a un type de mécanisme qui est ce que j'ai un tout petit peu discuté, qui est la régulation chimique. Alors, ce que j'entends par la régulation chimique, c'est que le taux de croissance d'un tissu va dépendre. Oui? Je n'entends pas ce que vous dites. Est-ce qu'il serait possible d'éclairer un peu le tableau? On voit rien. Oui, est-ce qu'on peut éclairer le tableau? Ah. Effectivement, si vous ne voyez rien, c'est dramatique. Ah ben voilà. Non? Oui, c'est bon. Ça va comme ça? Donc, il y a un certain nombre de composés chimiques qui régulent la croissance. Ces composés, pour certains, sont évidents. Les nutriments, par exemple. Les nutriments, c'est des sucres dont la cellule a besoin pour produire de l'énergie. Il y a un certain nombre de protéines qui s'appellent les facteurs de croissance. Et puis, par exemple, dans les tumeurs, une chose qui régule beaucoup la croissance, c'est la pression partielle d'oxygène, donc la quantité d'oxygène localement. Alors, je ne prétends pas indiquer tous les composés chimiques qui vont réguler la croissance. Ce que je veux dire par là, c'est que la croissance dépend de l'environnement de la cellule et elle dépend de l'environnement chimique de la cellule. Un des grands défis des expériences de physique, c'est d'arriver à contrôler cet environnement chimique et de faire ce que les gens appellent des chémostats, qui serait un contrôle plus ou moins parfait de l'environnement chimique. Ce sur quoi je veux réinsister, c'est sur le fait que la croissance peut être aussi régulée par la mécanique locale du tissu. Alors, ce que j'entends par là, c'est que ces taux de division et ces taux d'apoptose, ce ne sont pas des quantités qui ne dépendent que de la chimie. Elles vont dépendre des propriétés mécaniques locales du tissu. La plus simple, c'est la pression. Donc KD et Ka dépendent de la pression. Alors, je vais faire une toute petite digression qu'a un peu fait Jens Elgeti la semaine dernière, qui est de bien vous montrer comment on peut définir la pression dans un tissu. J'aime bien cette image.
C'est une image qui est tirée. Alors, je ne sais pas pourquoi ce truc-là ne marche pas. Voilà. C'est une image qui est tirée du premier article qu'on a publié dans notre équipe à l'Institut Curie sur les tissus. C'est une espèce d'expérience de pensée. C'était un tout petit peu plus, parce que quand les expérimentateurs à l'étage du dessous ont vu ça, ils ont dit ah ben nous, on va vous faire ça par un dispositif microfluidique, on sait construire tous les éléments, vous allez voir, ça va marcher. À la fin, ils n'ont jamais réussi à le faire, le dispositif s'est effondré sur lui-même, et ils nous ont un peu envoyé paître, mais ça ne change pas l'idée de cette expérience de pensée. Donc l'idée, c'est de prendre une enceinte, qui est cette boîte qui est là, dans laquelle je mets un tissu. Et puis cette boîte, elle est perméable à l'eau, et j'insiste là-dessus, l'eau doit pouvoir rentrer et sortir. Et puis elle est perméable à tout ce dont ont besoin les cellules pour se diviser, en particulier tous ces facteurs qui régulent la croissance. Et puis, on met un piston ici, et on met des cellules à gauche du piston. Tout le reste passe à travers la membrane. Les cellules elles-mêmes ne passent pas à travers la membrane. Donc si on met un peu de cellules, elles vont croître et elles vont devenir confluentes, ça veut dire qu'elles vont remplir tout l'espace. Et puis une fois qu'elles seront confluentes, les cellules vont pousser sur la paroi. Si on met un ressort ici, elles exercent une pression et on peut mesurer la pression exercée par les cellules. Alors je vais appeler ça la pression cellulaire. Simplement en mesurant la compression du ressort. Donc si on arrivait à faire cette expérience exactement, on pourrait mesurer directement cette pression cellulaire. Il y a deux choses que je veux dire là-dessus. La première, c'est que la pression cellulaire elle est différente de la pression hydrostatique. C'est pour ça que j'ai dit que l'eau devait pouvoir rentrer et sortir à travers les parois de la boîte. Donc ce qu'on mesure, ce n'est pas la pression hydrostatique de l'eau qu'il y a entre les cellules, c'est vraiment quelque chose qui est associé à la déformation des cellules. Ça ressemble un peu à la notion de pression osmotique qu'on trouve dans les solutions, qu'on mesure un peu de cette façon-là. Peut-être un système qui serait plus près, c'est de mesurer, de faire des mousses savonneuses et de comprimer ces mousses. Il y a une pression qui est due à la déformation de la mousse. Cette pression-là, ça serait un peu analogue à la pression cellulaire que je définis ici. Alors, je ne vais pas discuter aujourd'hui la façon dont on la mesure, mais les valeurs qu'on trouve, c'est quelque chose comme 10 puissance 3 kPa, quelque chose comme ça, entre 10 puissance 3 et 10 puissance 4 kPa. Ça, c'est beaucoup moins que la pression hydrostatique. La pression hydrostatique, c'est typiquement des atmosphères. Si vous mettez une atmosphère ou un peu plus sur une cellule, vous écrasez complètement la cellule et la cellule meurt. Non, c'est 10 puissance 3 pascal ou 1 kilopascal. Pardon, excusez-moi. Donc voilà cette pression-là qui va jouer un rôle. Maintenant, ce que je vous ai montré la semaine dernière, c'est que quand on augmente la pression, quand on pousse sur le tissu, le taux de division cellulaire diminue et le taux de mort cellulaire, le taux d'apoptose augmente. Donc ce terme-là diminue, ce terme-là augmente. Ça veut dire qu'en fonction de la pression, le taux de croissance diminue. Donc, le taux de croissance il diminue avec la pression cellulaire. S'il y a très peu de cellules, les cellules ont envie de se diviser si on leur donne suffisamment de nourriture, et le taux de croissance est petit, et puis on augmente la pression, et puis on peut imaginer, et c'est vrai dans beaucoup de cas, qu'il y a une pression où ce taux de croissance s'annule. L'état dans lequel le taux de croissance s'annule, c'est ce qu'on appelle l'état homéostatique du tissu. C'est un nom un peu barbare, hein. La seule chose que ça veut dire, c'est que le tissu est dans un état stationnaire. Si le taux de croissance s'annule, ça veut dire que le taux de division est égal au taux de mort cellulaire. Ça veut dire qu'en moyenne, je remplace les cellules qui meurent par des cellules que je produis par division, et le nombre moyen de cellules est constant. C'est-à-dire que les cellules vont pousser sur le piston. Quand elles poussent sur le piston, comme il y a un ressort qui comprime de l'autre côté, la pression augmente. Et puis, il va arriver un moment où j'ai atteint la pression homéostatique, qui est l'état stationnaire du tissu. Et à cet endroit-là, la force du piston équilibre la pression en état stationnaire du tissu.
et en moyenne, le piston va rester à la même position. Donc c'est ça l'homéostatique, c'est un état dans lequel, j'allais dire, le tissu est heureux. Il est heureux parce que son nombre de cellules moyen est constant. Ici, je compense cette pression homéostatique par le ressort auquel j'ai accroché le piston. Une des raisons pour lesquelles... Oui. Est-ce que la pression de l'état homéostatique, elle est propre à un type de tissu ou elle dépend encore d'autres facteurs externes? Alors, elle dépend des facteurs externes. Le séminaire de Jens la semaine dernière a montré des simulations numériques et à peu près tous les paramètres de la simulation font varier la pression homéostatique. Là, une des raisons pour lesquelles ça nous intéressait, c'est que si on savait mesurer ça de façon simple, dans toute une variété de tissus, on a peut-être là un moyen une caractéristique physique du tissu qui pourrait nous donner des informations aussi bien que ce que nous en donnent les caractéristiques chimiques qu'on mesure d'habitude. Une de nos idées, c'est que, par exemple, pour des tissus cancéreux, ça pourrait nous donner une information sur l'invasivité du tissu. Il s'avère que c'est beaucoup moins facile à mesurer que ce qu'on pensait au départ. Il y a des moyens de le faire, ils sont trop compliqués, mais il y a toujours un peu cette idée en l'air, c'est est-ce que dans une tumeur, on pourrait mesurer des paramètres physiques, et est-ce que ces paramètres physiques ne donnent pas une information qui est tout aussi importante que celle qu'on a par les méthodes habituelles. Alors le tissu, avant d'atteindre cette pression homéostatique, n'est pas à la pression homéostatique, ça veut dire qu'il croît, ou si vous dépassez la position du piston, il décroît. En général, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a considéré que le taux de division et le taux de mort cellulaire dépendent linéairement de la pression homéostatique, c'est-à-dire qu'on a écrit que Kd moins K égale un facteur 1 sur zeta, pression homéostatique moins la pression du tissu. Si la pression est plus petite que la pression homéostatique, le tissu croît. Si la pression est plus grande que la pression homéostatique, le tissu décroît. Ce facteur de zeta, il est homogène à une viscosité. C'est en gros la viscosité élongationnelle du tissu. Je reviendrai là-dessus, pas dans les cours de cette année, mais probablement dans le cours de l'année prochaine. Donc voilà cette notion qui, moi, me paraît importante et intéressante. Pour en revenir à ce dispositif-là, si vous voulez faire le lien avec le cours de la semaine dernière, je vous ai dit qu'il y avait des fluctuations dues à la croissance, parce que la croissance, c'est un processus stochastique. S'il y a des fluctuations dues à la croissance, il va y avoir des fluctuations même dans l'état homéostatique de la position du piston. Vous pouvez essayer de calculer avec la formule que je vous ai donnée la semaine dernière les fluctuations de la position du piston autour de sa valeur moyenne quand j'applique une force sur le piston qui est exactement égale à la pression homéostatique. C'est un exercice simple, on trouve que le piston diffuse. Donc en moyenne, il reste à la même position, mais le carré de la distance autour de cette position croît linéairement avec le temps. Bien sûr, tant que je n'ai pas atteint le bout de la boîte, il faut faire attention à ça. Donc voilà un peu le dernier point que je voulais mentionner sur la division cellulaire. Ce que je vais faire maintenant, c'est changer un peu de sujet et passer à ces tissus épithéliaux et discuter ce que j'appellerais des modèles de vertex. Alors, il faut que vous m'accordiez une seconde pour que je change mes... Alors, c'est le troisième cours que j'ai appelé modèle de vertex, couche épithéliale, monocouche épithéliale. Modèle de vertex. Alors, je vais commencer par ces images qui sont ici. Ça, c'est des images de l'épithélium, c'est-à-dire la couche supérieure de cellules. C'est une monocouche qui va former à la fin l'aile de la drosophile. Ces trois images sont prises à trois étapes du développement. Alors, je vous ai montré dans le premier cours les étapes du développement. Ça, c'est à l'état de larve. Ça, c'est à l'état intermédiaire, qui est un état de pupe, qui est juste avant la métamorphose. Et puis ça, c'est un moment où va apparaître des cils dans le tissu. Ce que je veux simplement vous montrer, c'est que si je suis un peu l'esprit de Darcy Thompson que je regardais dans le premier cours, je peux identifier ça comme un réseau où j'aurai des vertex. Les vertex, c'est les points où se rencontrent toutes ces courbes ici, où j'aurai des lignes, ça c'est les interfaces entre deux cellules, et puis où j'aurai des cellules. Donc l'idée, c'est de décrire le tissu par ce modèle-là
qui est un modèle, en gros, où je remplace le tissu par un graphe. Donc c'est un peu les idées de Darcy Thompson. C'est ce qui est fait dans l'image du dessous. Hein. Ce qui a été fait sur cette image-là, c'est qu'on a pointé tous les vertex et on a réuni les vertex par des lignes droites qui sont les interfaces entre les cellules. Une difficulté, c'est que je ne vois que le tissu de dessus ici, donc je vois que la face apicale du tissu et je ne vois pas la cellule en dessous. Et puis ce que je vais essayer de faire, et je vais faire ça pendant ce cours et même celui d'après, ça sera un peu plus précis, mais je vais essayer d'inférer les tissus uniquement à partir de ce qui se passe sur la surface apicale. Alors avant ça, je vais vous donner une propriété des graphes que vous connaissez peut-être et qui est très très ancienne. Alors je vais dessiner mon graphe ici. Hein. Donc je dessine un graphe qui sont mes cellules. Les vertex, c'est ça. Ça, c'est les interfaces entre les cellules qui sont projetées sur la surface apicale. Et la première, alors je vais, dans toute la suite du cours, supposer que ces interfaces ne se déforment pas. C'est-à-dire que les différences de pression ne sont pas suffisamment grandes pour déformer les interfaces et les remplacer par des droites. Donc c'est un vrai graphe mathématique. Alors pour ces graphes mathématiques, il y a une propriété qui a été montrée par Euler. Donc je vais appeler F, c'est la notation traditionnelle de nombre de cellules. Je vais appeler V le nombre de vertex. Et je vais appeler E le nombre d'arêtes qui séparent les cellules entre elles. Alors, la propriété montrée par Euler, c'est que F plus V moins E égale 1. Quel que soit le graphe que vous dessinez, F plus E moins V, F plus V moins E est égal à 1. Alors, cette propriété est extrêmement simple à démontrer. Je vais vous dire comment on fait, puis vous pourrez compléter la démonstration. Je vais rajouter une ligne ici. Je n'ai pas changé le nombre de vertex. Je suis parti d'un vertex qui était là, je suis arrivé à l'autre vertex. J'ai rajouté un triangle ici. Donc j'ai rajouté 1 à F. Et j'ai rajouté une arête. Donc en rajoutant un triangle, je n'ai pas changé ce nombre-là. Ce que ça veut dire, c'est que je peux transformer ce graphe en un graphe de triangle. Donc partout, je peux mettre des triangles comme ça. Et une fois que j'ai fait ça, chaque fois que je rajoute une ligne, je ne change pas ce nombre F plus V moins E. Donc la valeur est toujours la même. Donc je suis parti du graphe qui était le graphe de mes cellules là-haut. Alors vous pouvez, j'ai recopié celui qu'il y avait dans mes notes exprès. Vous pouvez vous prendre un peu la tête là-dessus. F est égal à 5. Il y a 5 cellules. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 12 vertex. Et E est égal à 16. Ce qui satisfait bien cette relation-là. Donc je le transforme en un graphe où il y a des triangles. Et puis après, je supprime les triangles, un par un à partir de la surface. Si je supprime ce triangle-là, je supprime 2 arêtes, je supprime un triangle, je supprime un vertex, donc ça ne change pas ce nom-là. Ça ne change pas ce nombre-là. Et vous pouvez faire ça sur tous les triangles, quelle que soit la forme du triangle. Il y en a qui suppriment 2 arêtes, il y en a qui suppriment 1 arête, mais dans les 2 cas, je ne change pas ce nombre-là. Donc je peux enlever les triangles un par un à partir de ce graphe-là, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Et quand il n'en reste plus qu'un, j'ai toujours le même nombre que ce que j'avais au départ. Donc j'ai transformé mon graphe en un graphe triangulaire. Une cellule, 3 vertex, ça fait 4, moins 3 côtés, ça fait 1. Comme le nombre est le même ici et là, j'ai bien cette relation-là. Et ça ne dépend que de la topologie du graphe que j'avais au départ, ça ne dépend pas d'autre chose. Donc pour tout graphe plan, quelles que soient les connexions que j'ai, cette propriété va être vraie.
Une deuxième chose, alors qui ça est une observation expérimentale, c'est qu'en général, il n'y a que des vertex à 3 branches. L'idée, c'est que si je dessine un vertex à 4 branches comme ça, il va devenir instable, il va se séparer en 2 vertex à 3 branches. Alors vous voyez que j'ai 2 façons de le faire. Hein. Je peux faire ça, ou je peux le faire dans l'autre sens. Je n'ai pas de preuve que ça doit être comme ça dans un tissu, je n'ai même pas de modèle que ça doit être comme ça, mais expérimentalement, on trouve de temps en temps, et si vous regardez ces images, il y en a des vertex à 4 branches, il y en a très très peu, et dans toute la suite, je vais les ignorer. Donc je vais supposer que les seuls vertex qui existent sont des vertex à 3 branches. Pardon, je ne vous vois pas. Est-ce qu'on a des hypothèses pour savoir pourquoi c'est instable à 4 branches? Oui, il y a des cas où on sait induire une instabilité. Hein. Si on tire comme ça, on va casser le vertex à 4 branches. Ça, on peut faire des calculs énergétiques pour ça. Dans le cas général, non, je ne connais pas de démonstration précise. J'ai tendance à considérer pour l'instant que c'est une observation expérimentale. Ça me donne une contrainte supplémentaire maintenant. Et à partir de cette contrainte, ce que je peux faire, donc je vais supprimer ne pas compter les lignes rouges que j'ai ajoutées pour faire ma démonstration. Je regarde que les lignes jaunes, et puis je vais compter les arêtes. Chaque arête, si je prends un tissu très grand, alors ce n'est pas vrai pour celles du bord, mais elles ne vont pas bien compter. À chaque vertex, j'ai 3 arêtes qui arrivent. Mais si je compte tous les vertex et que je compte 3 arêtes à chaque vertex, je les compte 2 fois. Ça veut dire que 3 fois le nombre de vertex est égal à 2 fois le nombre d'arêtes. Ce que ça va faire, c'est que ça va m'imposer une contrainte très forte sur le nombre moyen de côtés d'une cellule. Je vais l'appeler n moyen. Alors, ce que je prétends, c'est que c'est 2 fois E divisé par F. Pourquoi est-ce que c'est 2 fois E divisé par S? Supposez que je double chacun des côtés ici. Si je double chacun des côtés, je peux attribuer chacun des 2 brans à une seule des cellules. Et puis, quand je compte, je vais avoir toutes les arêtes, mais doublées. Donc le total, en doublant les côtés, j'aurai 2 E arêtes, et le nombre moyen, c'est 2 E divisé par le nombre de cellules, donc c'est 2 E sur F. Après, ce que je peux faire, c'est diviser ça par F. Donc j'ai 1 plus V sur F. Alors, je vais faire une manipulation pas très sophistiquée, je vais multiplier par 3 en haut et en bas, moins 2E égale 1 sur F. Si je suppose qu'il y a beaucoup de cellules, ce terme-là est négligeable. Ça et ça, qui sont égaux, c'est le nombre moyen de côtés par cellule. Donc cette relation-là, je peux la réécrire 1 n, facteur de 1 tiers moins 1 demi égale 0. Ça, c'est exact dans la limite où le nombre de cellules tend vers l'infini. 1 tiers moins 1 demi, ça fait moins 1 sixième. Et ça me dit que le nombre moyen de cellules, c'est 6. Le nombre moyen de côtés par cellule, ou si vous voulez, qu'en moyenne,
les cellules que j'ai dessinées là, en traçant mon graphe un peu au hasard, ça doit être en moyenne des hexagones. Il y a bien sûr des cellules qui auront plus de 6 côtés, 7, 8, 9, mais ça sera compensé par des cellules qui ont moins de 6 côtés, 5, 4, 3. Mais dans toute la suite, il faudra que je respecte cette contrainte-là, que le nombre moyen de côtés par cellule est égal à 6. J'ai 2 remarques à faire générales sur ce modèle de vertex. Le premier, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et le dessin est encore là. Le vrai schéma pour une cellule, ça serait plutôt quelque chose comme ça. Donc c'est un objet à 3 dimensions, avec certes une surface qui est la surface apicale ici, mais c'est un espèce de cylindre posé sur cette surface apicale. Et si je regarde que la surface apicale, je perds l'information qui est associée à la cellule qui est en dessous. Donc ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est inférer les propriétés de la cellule avec un modèle à 2 dimensions, alors que la cellule est un objet à 3 dimensions. Je vais mettre pas suffisant. Ce que j'entends par là, c'est que si je veux mesurer toutes les propriétés, il faut vraiment que je réfère à un modèle à 3 dimensions. Je vous montrerai avec un modèle très simple la semaine prochaine comment on peut faire ça. La deuxième chose, c'est que les graphes comme ça, les physiciens théoriciens aiment bien, et les gens ont étudié ça pour regarder des mousses à 2 dimensions. C'est facile de faire une mousse à 2 dimensions. On prend une goutte de savon, on la coince entre 2 plastiques transparents, et puis on regarde, ça fait une structure de film, comme ça, de film de savon. Et puis ce qui joue le rôle des cellules, c'est l'espace entre les films de savon. Ça fait des graphes comme ça, sauf que les graphes dans les mousses, ils sont courbés. La différence de pression joue un rôle. Et les arêtes, ici, vont être courbées. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est que les films de savon, ils sont tous identiques. Donc les tensions sont toutes les mêmes, et pour que les forces soient équilibrées sur chaque vertex, il faut que la tension qui tire là, plus la tension qui tire là, plus la tension qui tire là soit égale. Si les 3 sont égales, la seule façon de sommer 3 vecteurs de module égal, en général pour que ça soit égal à 0, c'est que les angles soient 120 degrés. Donc dans les mousses de savon, les angles sont 2π/3. Je vous laisse regarder ces images-là, ce n'est pas vrai dans les assemblées de cellules. Et l'explication est simple, c'est que la tension n'est pas la même sur toutes les phases cellulaires, alors qu'elle est la même pour tous les films de savon. Il y a des choses très sophistiquées qui ont été faites pour les mousses à 2 dimensions. Il y a d'autres types de relations topologiques qui ont été établies. Je ne vais pas discuter ça. Une personne qui a beaucoup regardé ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Dennis Ware, qui est quelqu'un qui est professeur, ou qui est peut-être retraité d'ailleurs maintenant, qui était professeur à Dublin, qui a écrit un livre dont le titre est The Physics of Foams. Regardez ce livre, il y a des très belles manips, des manips très très simples, et il y a des résultats topologiques qui sont assez sophistiqués et assez intéressants. Je vous ai parlé de la moyenne du nombre de côtés ici. Il s'intéresse à l'écart type autour de cette moyenne, à des choses comme ça, pour lesquelles on peut montrer des relations un peu plus compliquées que celles que j'ai montrées. Donc voilà l'esprit de ce que je veux faire. Je décris une monocouche épithéliale par un graphe comme ça. J'ai une contrainte, qui est que le nombre moyen soit égal à 6. Maintenant, ce que je veux, c'est regarder quels sont les paramètres physiques qui gouvernent les propriétés de ce modèle de vertex. Dans l'exemple que vous avez appliqué, on a l'impression que certains ont des hexagones partout. Alors, oui. Je vais vous montrer tout à l'heure. Ce que je vais discuter, c'est l'état fondamental de ce modèle de vertex-là, et vous allez voir qu'il y a un régime où c'est des hexagones. Alors après, le système n'est pas toujours dans son état fondamental, mais dans certains cas, il peut relaxer au moins localement vers son état fondamental, et il y a un régime très stable d'hexagones qui peut être construit. J'y viens, c'est à ça que je veux vous amener.
Donc ce que je veux faire, et c'est un peu ce que je viens de dire maintenant, c'est que ce que je veux faire, c'est essayer d'écrire l'équilibre mécanique de ce tissu considéré comme un graphe. C'est un peu ça le but de mon premier chapitre, c'est d'écrire les... Alors, je ne sais pas comment j'ai appelé le premier paragraphe. Donc ce que je veux écrire, c'est l'équilibre mécanique. Maintenant, on sait des choses, et des choses qui vous ont été un peu présentées par Stéphane Grill dans le séminaire de la semaine dernière. On sait que l'élasticité des cellules, elle est dominée par ce qu'on appelle la couche d'actine corticale. Alors, ça monte un peu trop, hein. Je suis trop optimiste. Alors, je vais vous remontrer une des images que vous a montré Stéphane Grill dans le premier séminaire, donc pas la semaine dernière, la semaine d'avant. Ce que vous voyez là, c'est un œuf de ce ver, l'œuf de ce ver qui s'appelle C. elegans. Cet œuf-là a été très étudié parce que c'est une très grosse cellule. Et ce que vous montre cette image, c'est qu'il y a une couche au voisinage de la membrane, qui est une couche qui est formée de filaments d'actine, qui interagissent avec des moteurs moléculaires qui s'appellent des myosines. Donc les filaments d'actine, c'est ces filaments qui sont rouges ici, et puis les myosines, c'est ces espèces de petits agrégats. Les myosines, c'est des moteurs moléculaires, donc ça va créer des contraintes, et ces contraintes ont tendance à contracter ce gel d'actine qui est au voisinage de la surface. Typiquement, c'est entre 200 et 500 nanomètres d'actine qui est au voisinage de la surface. Donc c'est un milieu élastique au voisinage de la surface qui a tendance à se contracter. Et puis, ce que vous a montré Stéphane, alors c'est un film, j'espère qu'on... Est-ce qu'on peut peut-être baisser un tout petit peu la lumière que je montre le film? Je ne sais pas si vous allez le voir, mais les myosines contractent ce gel et on voit le... Hop. On voit le gel qui se contracte sous l'effet des myosines. Ce que ça veut dire, c'est que les myosines ont tendance à tirer vers l'intérieur et mettre ce gel d'actine sous tension. Donc au voisinage de la surface de la cellule, il y a une tension qui est exactement l'équivalent d'une tension de surface. Alors cette tension est positive, hein, puisque ça a tendance à contracter, et pour maintenir le tissu, la couche dans un état stationnaire, il faut tirer vers l'extérieur, et c'est en tirant vers l'extérieur qu'on la définit. Alors il y a une autre expérience que j'aime beaucoup, je ne sais pas pourquoi elle n'apparaît pas là. Ça, c'est une cellule qui est absorbée dans une micropipette. Donc ce n'est pas un agrégat de cellules, comme je vous ai montré il y a 15 jours, c'est vraiment une cellule, et ce qu'on fait, alors je ne sais pas pourquoi elle ne veut plus apparaître ici, on aspire dans l'agrégat, et ça se comporte comme une membrane sous tension. Ça veut dire que tant qu'on n'aspire pas assez fort, il n'y a qu'une toute petite région qui rentre, et puis il y a un seuil, et au moment où on dépasse le seuil, quand la pression est plus grande que la pression de la place, la cellule est avalée dans la pipette. À partir de cette expérience, on peut mesurer la tension d'une cellule, qui est due exactement à ce cortex d'actine et de myosine, et ce qu'on trouve, c'est que la tension d'une cellule les gamma C, c'est de l'ordre de 10-3, alors c'est des newtons par mètre. C'est l'unité du système international des tensions, des millinewtons par mètre. La tension superficielle de l'eau, c'est 100 fois plus grand que ça. Donc c'est des tensions faibles, mais c'est des tensions qui sont tout à fait mesurables. Il y a une autre chose que je n'ai pas montrée là, et qui est de toute façon là, c'est que la cellule a une membrane de phospholipides. La membrane de phospholipides a aussi une tension. La membrane de phospholipides a une tension qui est pas mal plus faible que ça. Donc en moyenne, elle est complètement négligeable. Et ce qui fait la tension de la cellule, c'est vraiment la tension de cette couche d'actine et de myosine. Maintenant, si je regarde la surface entre deux cellules, alors je peux revenir à mon dessin précédent. Hein. Si je regarde ces surfaces-là, entre deux cellules ici, c'est des surfaces qui sont sous tension. Il y a une couche corticale d'actine et de myosine dessus, mais il y a aussi de l'adhésion entre cellules.
Donc il y a une tension qui est due aux deux couches corticales, l'actine et de myosine. Et puis il y a aussi une tension qui est due au fait que les cellules adhèrent entre elles. Le point que je veux faire, c'est que la tension de la couche corticale, elle est positive, elle tend à contracter. L'adhésion, c'est l'inverse, c'est une tension négative. Donc cette tension que je vais appeler gamma L pour latérale, elle a deux composantes. Une composante positive qui est la couche d'actomyosine, ou la couche corticale. Et puis une composante négative qui est l'adhésion entre cellules. Et rien ne nous dit laquelle domine. Ça veut dire que la tension totale, qui est la somme de l'adhésion et de cette composante positive, elle peut être positive ou négative. Alors vous allez me dire, elle ne peut pas être trop négative, parce que si elle était trop négative, les interfaces deviendraient instables. Et ce qui empêche les interfaces de devenir instables, c'est la courbure, l'énergie de courbure que ça coûte aux interfaces. Mais il y a des cas qu'on peut assez bien répertorier, où cette tension-là est négative, et où le système est quand même stable, parce que ça coûte un peu trop cher en énergie de courber cette surface-là. Donc j'ai une première surface qui est la surface latérale ici. J'ai une deuxième surface ici qui est la surface basale. À la surface basale, dans un épithélium, les cellules adhèrent sur une membrane qui est la membrane basale, qui elle est très rigide. Là aussi, il y a une tension. Il y a une tension due à la couche corticale. Et puis là, il y a une adhésion qui est forte. La tension totale sur la membrane basale, donc je vais appeler ça la tension basale. Elle peut être positive ou négative. Il y a une troisième tension à la surface apicale. Celle-là, en général, elle est positive, parce que la surface apicale, elle adhère à rien. En face, il y a un lumen. Donc, en général, la tension apicale est positive. Et puis, il y a une troisième chose qui n'est pas due aux tensions, c'est que dans la plupart des épithéliums, et c'est ce qui est indiqué ici, il y a un câble d'actine qui est juste en dessous de la membrane apicale. Donc, en dessous de la membrane apicale, il y a un câble qui est formé par ces filaments qu'on appelle l'actine. Ces filaments interagissent avec des moteurs moléculaires. Les moteurs moléculaires, comme dans la couche corticale, tendent à contracter ce filament. Donc, il y a une tension de ligne, cette fois, ce n'est pas une tension de surface, qui est la contraction de cette ceinture d'actine. Donc ça, c'est une tension que je vais appeler lambda, et c'est une tension de ligne. Alors, ce que je veux faire, c'est... Oui. Je ne comprends pas très bien cette notion de tension négative. Pour moi, si la tension est négative, c'est en fait du flambage. Alors, si la tension est négative, il y a du flambage si on est au-dessus du seuil de flambage. Il y a un seuil de flambage qui dépend de la taille de l'objet. Mais si tu peux prendre un objet très rigide, si tu pousses dessus, en gros, puisque c'est ça l'enjeu, ça ne va pas être instable. Donc il y a un seuil critique qui est tel que la tension, le module de courbure divisé par le rayon, la taille de l'objet, est égal à la tension négative. Donc oui, c'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas que ça soit trop négatif. C'est aussi pour ça que sur la surface basale, il n'y a pas de problème. La membrane basale est très rigide, l'énergie de courbure est très grande, et donc là, on ne rend pas les choses instables. Donc en général, ce que je supposerais, c'est que la tension latérale est positive, et la tension basale, elle peut être soit positive, soit négative. Donc ce que je veux, c'est écrire un équilibre des forces maintenant. Pour écrire cet équilibre des forces,
et j'insiste sur le fait que c'est totalement équivalent. Ce que je vais faire, c'est écrire une énergie associée à toutes les forces que je vais introduire, qui serait l'énergie qui est due à ces tensions qui est ici, et je vais écrire qu'en minimisant l'énergie, je retrouve l'équilibre des forces. J'insiste sur le point que ce n'est pas une énergie libre, hein. La cellule est un système hors équilibre. Je vous ai invoqué les moteurs moléculaires au moins 3 fois ici, et ils consomment de l'énergie. Donc il n'y a pas de thermodynamique, je ne peux pas utiliser la thermodynamique. Ceci dit, je peux écrire un équilibre des forces, et je peux écrire une énergie qui résume toutes ces forces-là. C'est le principe du travail virtuel, si vous êtes un peu formel, mais je ne veux surtout pas dire que c'est une énergie thermodynamique. Ou une énergie associée. Alors, je vais écrire cette énergie en m'inspirant des idées qu'il y a là. Comment est-ce que je vais écrire cette énergie? Je vais dire, il y a les tensions dans mon modèle à 2 dimensions ici, qui sont associées à la surface que je vois, et puis il y a une tension le long des lignes. Donc c'est ça que j'ai envie d'écrire. Je vais l'écrire et puis je vais commenter les termes. Alors il y a une somme sur toutes les cellules. Je vais mettre un 1,5 de K alpha A alpha 0 au carré. Ça, c'est un terme qui dépend de l'aire de la surface apicale. Je vais écrire qu'il y a un terme de ligne. Cette fois, je somme sur toutes les arêtes. Je vais mettre un coefficient lambda i. Puis je vais mettre Li, qui est la longueur de l'arête i. Donc je numérote toutes les arêtes dans mon réseau. Je mesure la longueur de chacune des arêtes. Et je mets une tension. S'il y a une tension de ligne, et l'énergie, c'est la tension de ligne que multiplie la longueur de la ligne. Et puis, je vais mettre un troisième terme, plus 1,5 de somme sur alpha de gamma alpha P alpha au carré. Alors, quelle est l'idée de ce terme-là? P alpha, c'est le périmètre. L'idée de ce terme-là, c'est de dire mais la tension de ligne, ce n'est pas une quantité qui est constante, elle va dépendre de l'état de la cellule. Si je somme sur toutes les arêtes, si je fais la même opération que ce que je faisais tout à l'heure, je vais dire il y a la moitié de la tension qui vient d'une cellule, l'autre moitié qui vient de la cellule voisine, mais je vais dire ces tensions-là, elles dépendent de l'état de la cellule. Il y a un premier P alpha qui va ressommer tous les LI dans la cellule, et puis le deuxième, c'est que j'écris qu'il y a une variation linéaire de la tension avec le périmètre de la cellule associée. Alors une remarque qui est importante, sauf dans le cas que vous avez remarqué, monsieur, où j'ai un système d'hexagone qui est parfaitement régulier. Les cellules ont des périmètres qui sont différents, ça veut dire que les cellules ont des tensions qui sont différentes, et ça veut dire que dans ce problème-là, il n'y a aucune raison que les angles soient égaux à 2π/3, puisque la tension n'est pas la même sur tous les liens. C'est quelque chose que Darcy Thompson avait remarqué, hein, quand il regardait bien ces images, il ne trouvait pas toujours des angles qui étaient égaux à 2π/3. Alors je vais simplement réécrire ça. Je vais supposer que le tissu est homogène, donc que les constantes gamma alpha, lambda i et k alpha sont la même pour tous les liens. Donc, je vais écrire que k alpha c'est égal à k, que gamma alpha c'est égal à gamma, et que lambda i c'est égal à lambda. Ça va m'aider parce que toutes les cellules ont les mêmes paramètres maintenant, et si je distribue la tension ici, la moitié d'un côté, la moitié de l'autre, je vais tout pouvoir réécrire en fonction du périmètre. Donc je vais réécrire que cette somme qui somme sur tous les périmètres, sur toutes les cellules et toutes les arêtes, je peux la réécrire qu'en fonction des périmètres.
Donc, je vais écrire que E, somme sur alpha. Alors le premier terme, il ne change pas. Tous les k alpha sont égaux à k. Maintenant, si je somme sur les cellules, il faut que je mette la moitié de la tension dans la cellule qui est d'un côté de la ligne, l'autre moitié de l'autre côté de la ligne. Donc je vais mettre plus lambda. Et puis quand je somme sur les arêtes, je peux d'abord regrouper les arêtes d'une même cellule. Ça me fait apparaître le périmètre. Et puis après, je somme sur toutes les cellules. Donc j'ai lambda sur 2 P alpha. Et puis j'ai un troisième terme qui va être plus gamma sur 2 P alpha au carré. Donc en supposant que le tissu est homogène, j'ai une énergie qui est la somme des énergies sur toutes les cellules, qui dépendent de l'aire de la cellule et du périmètre. Alors, j'ai parlé de ce terme-là, j'ai parlé de ce terme-là, je m'aperçois que je n'ai pas parlé de ce terme-là. Pourquoi j'ai mis un terme comme ça? Ce que dit ce terme-là, c'est que la cellule a une aire préférentielle, c'est-à-dire qu'elle a une aire vers laquelle elle veut relaxer. Et qu'il y a une élasticité autour de cette aire-là. Donc si la cellule a l'aire préférentielle, ça ne coûte pas d'énergie. Si la cellule a une aire qui est un peu différente de l'aire préférentielle, ça coûte une énergie, et le minimum, il se produit à l'aire préférentielle. Ce n'est pas très évident que c'est ça qu'on doit écrire. Ce que la cellule veut avoir, et ça a l'air très clair, elle veut avoir un volume déterminé. Ici, je n'ai pas de volume, puisque j'ignore tout ce qui se fait en dessous. J'écris qu'il y a une aire préférentielle. Puis je reviendrai là-dessus la semaine prochaine et je vous essaierai de discuter dans quel cas j'ai le droit d'écrire ça et dans quel cas je n'ai pas le droit d'écrire ça. Et puis je vais faire la même chose que plus haut, c'est-à-dire je vais supposer qu'elles ont toutes la même aire préférentielle. Donc alpha, c'est égal à A0. Alors pour me simplifier la vie, je vais faire simplement un changement d'unité. Je vais prendre comme unité de longueur racine carrée de A0. Je vais écrire une énergie E bar, alors qui est E divisé par K à 0 carré, qui va être la somme sur toutes les cellules de 1 demi de A alpha, pardon, moins 1 au carré, plus un certain paramètre lambda bar sur 2 P alpha, plus un certain paramètre gamma bar sur 2 P alpha au carré. J'ai divisé par K à 0 carré, donc j'ai éliminé dans l'énergie sans dimension ce terme-là, puis après les autres sont faciles à trouver, je vais juste vous les écrire. Donc j'ai posé grand P, j'ai posé A alpha égale A0 fois petit a alpha. J'ai posé P alpha égale petit P alpha racine de A0. J'ai posé lambda bar égale lambda sur K à 0,3,5. Et j'ai posé gamma bar sur K à 0. Je vais faire une dernière manipulation. P alpha carré plus P alpha, c'est le début d'un carré. Donc je vais remplacer ça par le carré. Donc il va y avoir gamma sur 2. Donc je complète le carré et je retranche une quantité E0 pour éliminer le terme supplémentaire. Donc j'ai défini P0 égale moins lambda bar sur 2 gamma bar
Ça, c'est pour qu'en redéveloppant le carré, j'ai le bon coefficient. Et j'ai posé E0 également 8 sur 2 gamma bar. Pardon, moins lambda bar carré sur 8 gamma bar. Bon, je vous laisse vérifier ça, hein, c'est trivial. Il n'y a pas de subtilité là derrière. Donc si je résume, pour étudier mon modèle de vertex, et j'insiste que j'écris une énergie, mais ce que j'écris en fait c'est des forces sur les vertex. Je pourrais reformuler la même chose en écrivant des forces sur les vertex. Il y a un terme qui veut me ramener l'air sans dimension à 1. J'ai un terme qui veut m'amener le périmètre à cette valeur P0, mais P0 c'est quelque chose qui dépend des coefficients élastiques que j'ai mis ici. Et puis j'ai une énergie ici qui corrige, qui est une énergie sans dimension, qui est l'énergie de toutes les cellules qui sont à R1 et à périmètre P0. Donc voilà ce que je veux étudier. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est étudier cette énergie-là. Et la première chose que je veux faire, c'est étudier l'équilibre d'une cellule isolée. Alors ça, c'est une somme de toutes les cellules de l'énergie de chaque cellule. Donc je vais introduire l'énergie d'une cellule. Petit e alpha, c'est tout ça, hein, c'est 1 demi plus E0. Maintenant, ce que je vais faire, la façon dont je vais raisonner, c'est que je vais me fixer une forme de cellule, un polygone donné, un pentagone avec des angles donnés, et puis je vais dilater l'échelle de taille d'un facteur alpha. Donc je prends une cellule de forme donnée. Je dilate, donc je fixe les angles, je fixe le nombre de côtés, et je dilate la longueur ou la taille, toutes les longueurs de la cellule d'un facteur alpha. Il n'y a plus de alpha, hein, puisque je ne considère qu'une seule cellule. Je n'ai pas besoin de mettre un indice. Hein. L'indice ne sert absolument à rien. Donc je dilate toutes les longueurs d'un facteur alpha. Si je dilate les longueurs d'un facteur alpha, l'air elle est dilatée d'un facteur alpha b. Donc je peux écrire une énergie E de alpha, qui est 1 demi de alpha 2 1 moins 1 au carré. Le périmètre, c'est une longueur, donc il est dilaté d'un facteur alpha. Ça, c'est l'énergie d'une autre cellule où toutes les longueurs seraient plus grandes d'un facteur alpha. Maintenant, si la cellule est à l'équilibre, les forces sont équilibrées. Donc cette énergie-là doit être minimum par rapport à tous les facteurs de la cellule, par rapport à tous les paramètres de la cellule. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement considérer ce facteur alpha et je vais demander à ce que cette énergie-là soit minimale quand alpha est égal à 1. Ça me donnera les conditions sous lesquelles cette cellule-là peut être à l'équilibre. Je ne les aurai peut-être pas toutes, mais ça me dira les conditions sous lesquelles cette cellule-là a le droit d'être à l'équilibre. Donc ce que je vais chercher, c'est un minimum de E de alpha pour alpha égale 1. Alors je prends la dérivée de ça par rapport à alpha, je fais alpha égale 1, et je vais vous écrire la formule, c'est un petit jeu, ça me dit que 2A A moins 1, donc il y a un facteur 2 alpha, puis il y a un deuxième 2 qui vient de la dérivée ici, c'est pour ça qu'il y a un facteur 4, plus
P moins P0 est égal à 0. Alors, il faut que je mette un gamma bar. Donc je dérive ça, je fais alpha égale 1 et j'obtiens cette condition-là. Donc c'est ça la condition que je vais discuter. Et si les cellules sont dans un minimum, elle doit au moins vérifier cette condition-là. Et vous allez voir que ça suffit d'avoir cette condition-là. Je vais trouver des solutions qui sont de façon évidente des minimums ou qui me permettent de deviner le minimum. Il y a deux cas qui sont évidents, qui satisfont cette équation-là. Premier cas, c'est que je peux faire A égale 1 et P égale P0. Et ça, c'est un minimum absolu de l'énergie, parce que ce terme-là est égal à 0, ce terme-là est égal à 0, et comme l'énergie, c'est E0 plus quelque chose, ça, c'est un minimum absolu de l'énergie. Il y a un deuxième cas qui est tout aussi évident, c'est A égale 0, P égale 0. Vous allez me dire, ce cas-là, il n'est pas très intéressant parce que ça veut dire que la cellule est réduite à un point. Ça veut dire que la cellule est instable et qu'elle a collapsé sur elle-même. Il faudra quand même vérifier que les cellules que je trouve à la fin, elles ont une énergie plus basse que ce cas-là, parce qu'autrement, ça veut dire que les cellules sont instables. Donc c'est pour ça que je l'écris quand même. Puis après, ici, j'ai deux termes dont la somme est égale à 0. Ça veut dire qu'il y en a un qui est positif et l'autre qui est négatif. Donc je vais considérer le premier cas, c'est A supérieur à 1. Et P inférieur à P0. Puis après, j'ai le cas où A est inférieur à 1 et P est supérieur à P0. Donc voilà les seuls cas possibles que j'ai. Maintenant, je vais les discuter un par un pour essayer d'être un peu plus quantitatif. Donc celui-là, A égale 1. Si j'écris A égale 1, P égale P0, vous allez me dire, ça c'est simple, c'est un minimum absolu d'énergie, j'ai qu'à prendre celui-là. Sauf que si vous fixez l'aire d'un polygone, il y a une taille minimum pour le périmètre. Donc cette solution, elle est bonne. Elle est bonne si P0 est plus grand que la taille minimum du périmètre. Alors le périmètre minimum pour une aire fixée pour un polygone, c'est le polygone régulier. Ça veut dire pour une aire de 1, pour un hexagone, c'est un hexagone où les 6 côtés sont égaux. Pour un polygone à 4 côtés, c'est un carré, etc. Je vous laisse faire le calcul. Ce qu'on trouve, c'est que P0 doit être supérieur à 4n tangente pi sur n à la puissance 1,5. Donc vous mettez le polygone dans un cercle, vous dessinez un polygone régulier, vous calculez le périmètre et vous trouverez cette condition-là. Mais P0, c'est égal à moins lambda sur 2 gamma. Ça veut dire que pour un paramètre lambda, qui est la tension de ligne donnée, il faut que j'ai on peut aller au minimum absolu.
si lambda bar, alors il y a des barres sur le lambda et il y a des barres sur le gamma, est inférieur à lambda bar n, qui est moins de gamma bar 4n si lambda est inférieur à cette valeur-là, le périmètre est plus grand que la valeur minimale du périmètre, et je peux avoir dans cet état d'énergie minimale des polygones de taille n. Si lambda est plus grand que cette valeur-là, le périmètre sera plus petit que le périmètre qui est autorisé, et il n'y a plus de polygones dans l'état minimum de l'énergie qui ont n côtés. Ça veut dire que je vais définir un lambda 3. Alors je vous laisse vérifier que lambda 3 est inférieur ou égal à lambda 4, inférieur ou égal à lambda 5, inférieur ou égal à lambda 6. Je vais laisser lambda 6. Et puis le plus grand qu'on peut trouver, c'est moins 4 gamma bar. Si lambda est plus petit que lambda 3, au minimum de l'énergie, on peut avoir des polygones à 3 côtés, on peut avoir des polygones à 4 côtés, à 5 côtés, à 6 côtés, toutes les tailles possibles. Si lambda est plus grand que lambda 3 mais plus petit que lambda 4, on n'a plus que 4, 5, 6, etc. Si lambda est plus petit que lambda 6, on peut avoir mais plus grand que lambda 5. Tous ceux-là ne sont pas autorisés et les polygones de 6 côtés sont autorisés, etc. Après, des polygones plus grands. Donc voilà ce que j'ai au minimum absolu de l'énergie. Maintenant, il y a le cas où A est supérieur à 1 et P est inférieur à P0. Alors ce cas, on peut vérifier que la cellule est toujours instable. Parce qu'on abaisse l'énergie en augmentant le périmètre. Donc pour une aire donnée, plus le périmètre est grand, plus l'énergie est basse. Et ça, c'est une solution qui n'est pas acceptable. Voilà le troisième. Le deuxième, pardon. Le troisième, c'est A inférieur à 1 et P supérieur à P0. Donc je prends des polygones qui sont plus petits que l'aire de référence et P plus grand que P0. Maintenant, vous m'accorderez que dans ce cas-là, si je diminue, alors on peut le vérifier, hein, si je diminue P, je diminue l'énergie. Ce que ça veut dire, c'est que les polygones que je vais atteindre comme ça, c'est des polygones qui ont le plus petit périmètre possible, et donc c'est des polygones réguliers. C'est pour ça que dans l'image, il y avait des hexagones. Je vais vous montrer dans une minute que ça, c'est dans certains régimes un minimum absolu de l'énergie. Puis après, il me reste le cas A égale 0, P égale 0. Ça, c'est une cellule instable. C'est facile de calculer l'énergie pour cette cellule instable. On trouve que l'énergie, c'est E égale 1,5. Les polygones qui vont m'intéresser, et je vais vous montrer ça dans une minute, c'est les hexagones.
Alors les hexagones, ils sont stables si lambda, ils sont au minimum de l'énergie. Si lambda est inférieur ou égal à lambda bar 6, alors je vais vous donner la valeur de lambda bar 6 parce qu'elle va jouer un rôle dans une minute. Fois gamma bar, c'est 2 puissance 5 demi, 3 puissance 5 quart gamma bar. Et puis, si lambda bar est plus grand que lambda bar 6, j'ai plus d'hexagones qui sont au minimum, mais je peux avoir des hexagones réguliers qui sont des minimums locaux de l'énergie. Maintenant, pour un hexagone régulier, deuxième calcul de géométrie à faire. L'air A, c'est le périmètre au carré que multiplie un nombre, alors que dans le cas pour un polynôme d'ordre n, c'est cotangent de pi sur n divisé par 4n. Je vais écrire que ça, c'est Cn fois P2 ou C6. C'est 1 sur 8 racine de 3. Si j'ai un hexagone régulier, évidemment, l'air est proportionnel au carré du périmètre. Et puis, si vous faites un petit dessin dans un cercle, vous trouverez que l'air, c'est le périmètre au carré que multiplie 1 sur 8 racine de 3. Maintenant, pour que cet hexagone régulier soit un minimum local de l'énergie, il faut que cette condition-là soit vérifiée. Alors, cette condition-là, ça fait 2 fois Cn Pn carré, facteur de Pn, alors si c'est 6, moins 1, plus gamma P, facteur de P moins P0, doit être égal à 0. Ça, c'est la condition pour qu'un hexagone régulier soit au minimum de l'énergie. Ça ne suffit pas parce qu'il faut aussi que cet hexagone régulier soit stable. Donc il faut que son énergie soit plus basse que l'énergie d'une cellule effondrée. Ça, je vous ai dit que c'était un 2. Donc ça me donne 2 équations. Si je cherche une transition d'effondrement des hexagones réguliers, une première équation, c'est ça. Une deuxième équation, c'est E égale 1,5. Et je cherche 2 paramètres, P et puis gamma bar.
Je cherche la condition pour laquelle l'hexagone est égal à un polynôme régulier. Alors, je ne vais pas vous faire le calcul, je vais simplement vous donner le résultat. Il y a deux conditions. Alors, je cherche gamma bar ou je cherche lambda bar qui est caché dans P0. Donc, il y a deux conditions qui vont donner lambda bar et P. Donc, il y a deux types de solutions. Si gamma bar est supérieur à 2C6, la transition se fait vers une cellule effondrée de façon continue. Donc P est égal à lambda bar est égal à 0. Et si gamma bar est inférieur ou égal à 2C6, on trouve lambda bar à la transition, je vais mettre collapse, égale 2 sur C6 facteur de 2C6 gamma bar sur 3 à la puissance 3 demi. Donc voilà les conditions sur lesquelles un hexagone qui n'est pas un minimum absolu de l'énergie, qui est un hexagone régulier, est stable. Il faut que ça soit un minimum de l'énergie, donc qui satisfasse cette condition-là, et puis il faut qu'il satisfasse cette condition-là, donc que lambda soit inférieur à ce lambda bar là. Donc voilà ce qu'on peut dire sur une cellule isolée. Alors évidemment, ce n'est pas une cellule isolée qui m'intéresse, c'est un tissu. Donc ce que je vais discuter, alors on a fait à peu près le plus dur du travail, hein, c'est l'état fondamental du tissu. Alors, je vais vous montrer ce que je vais appeler un diagramme de phase. Donc j'ai deux paramètres. J'ai un paramètre lambda sans dimension, c'est lambda bar. Ça, c'est ce qui me donne la tension de ligne. Et puis j'ai un paramètre gamma, gamma bar sans dimension, qui me donne le terme non linéaire qui était en P carré dans l'énergie. Donc je vais tracer un diagramme où je trace gamma bar en fonction de lambda bar. Donc voilà ce diagramme ici. Gamma bar est là, lambda bar est là. Ce que je vous ai calculé là, c'est ces lignes, lambda 3, lambda 4, lambda 5, lambda 6, qui me disent quand est-ce qu'un polynôme d'ordre n, un polygone d'ordre n, peut être au minimum absolu de l'énergie. Donc voilà ces lignes-là. Cette ligne, c'est lambda 3. Cette ligne, c'est lambda 4. Cette ligne, c'est lambda 5. Et la ligne entre le vert et le orange, c'est lambda 6. Donc elles partent de 0 ici. Je vais décaler. Voilà la ligne lambda 6. Et puis j'ai toutes les autres ici. Lambda 4, ça c'est lambda 5. Lambda 4 bar. Et lambda 3 bar. Dans cette région ici,
lambda bar est inférieur à lambda 3 bar, lambda 4 bar, lambda 5 bar, lambda 6 bar, et puis tous les plus grands. Ça veut dire que pour chaque type de polygone, je peux atteindre le minimum absolu de l'énergie. Ça veut dire que tout état où je fais un pavage du plan avec des polygones irréguliers qui ont un périmètre P0 et une R1 vont être un minimum absolu de l'énergie. Il s'avère, et je ne vais pas vous le montrer, que cet état est très très fortement dégénéré et qu'il y a plein de solutions. Donc si je me fixe P0 et A dans cette région-là, je peux paver le plan avec des polygones qui sont tous au minimum de l'énergie. Donc l'énergie, c'est le nombre de cellules fois E0. Et puis ces polygones peuvent être des polygones à 3 côtés, à 4 côtés, à 5 côtés, à n côtés. Il ne faut pas que ça s'arrête à 6, parce que si j'en ai des petits, pour que la moyenne soit 6, il faut que j'en ai des grands. Donc dans cette région-là, j'ai un état fondamental dégénéré. L'énergie, je la connais, puisque toutes les cellules sont au minimum. Donc chaque cellule a une énergie E0. Donc l'énergie du tissu, c'est E bar égale le nombre de cellules fois E0. Donc voilà ce qui se passe dans la région où c'est plus petit que lambda 3. Et j'ai des cellules de toutes les tailles. J'insiste sur le fait que cet état est fortement dégénéré. S'il est fortement dégénéré, ça veut dire qu'il y a plein d'états fondamentaux, qu'on va passer d'un état fondamental à un autre pratiquement sans coût d'énergie. C'est pour ça que ce régime est un régime qui est appelé soft lattice ici. C'est un régime dont l'élasticité est molle. Ça veut dire que j'ai des modes de déformation qui ne coûtent pas d'énergie. Donc le régime fondamental dégénéré. Il y a beaucoup de modes mous. C'est ça qu'on va appeler l'élasticité molle, où je peux déformer sans coût d'énergie. Donc voilà cette région ici. Ça, c'est lambda 3. Si je passe la ligne lambda 3, je ne peux plus avoir de triangle. Donc j'ai que des polygones à 4, 5, 6, 7, n côtés. Je passe la ligne lambda 4, je ne peux plus avoir de carré ou de quadrilatère. Donc j'ai plus que 5, 6, 7, 8, 9, etc. à côté. Et puis je vais arriver à cette ligne-là, qui est lambda 5. À lambda 5, je peux avoir des polygones à 6 côtés, 7 côtés, 8 côtés, 9 côtés, etc. Ceci dit, il faut que la moyenne, ça soit 6. Si je cherche des polygones à plus de 6 côtés, tels que la moyenne soit 6, je suis obligé, dans cette région entre lambda 5 et lambda 6, à avoir des polynômes qui ont 6 côtés et qui ont une forme désordonnée avec un périmètre P0 et une RA égale 1. Donc dans cette région ici, entre lambda 5 et lambda 6, où il faut que je l'écrive, j'ai des hexagones irréguliers. Et je ne peux pas avoir de polygone à plus de 6 côtés, autrement je n'arriverai pas à satisfaire ma contrainte géométrique. Avec des hexagones irréguliers, avec un périmètre P0 et une RA, j'arrive à paver le plan, et donc j'arrive à construire un tissu comme ça. C'est encore un système qui est très très dégénéré, donc c'est encore un solide mou. Et puis c'est fini pour l'état fondamental. Parce que si je cherche à aller ici au minimum de l'énergie, je ne peux trouver que des polygones qui ont 7, 8, 9, 10, etc. à côté. Mais dans ce cas-là, la moyenne est strictement supérieure à 6. Donc ici, je n'ai plus un système qui est exactement au minimum de l'énergie. Donc il faut que je cherche le minimum de l'énergie du tissu qui n'est pas le minimum absolu. Alors ça peut être un état effondré. Ce n'est pas très intéressant. Le seul autre cas que j'ai, c'est celui-là. C'est A plus petit que 1. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc j'aurai des polygones réguliers. Donc une solution qui est un minimum local de l'énergie, c'est des hexagones réguliers.
Après, il faut se poser la question de savoir si ces hexagones réguliers sont stables ou pas, et si c'est vraiment le minimum de l'énergie. Je n'ai pas de preuves mathématiques à vous montrer. Il y a une étude assez détaillée qui a été faite par un étudiant de Frank Jülicher qui s'appelle Douglas Staples. Et ce qu'il montre, c'est qu'il y a un très large domaine ici où les hexagones réguliers sont stables. Alors je vais être un peu plus précis sur le dessin du haut. Donc ici, au voisinage de cette ligne-là, j'ai continuité entre les hexagones irréguliers et les hexagones réguliers. Quand j'augmente lambda bar, c'est-à-dire quand j'augmente la tension, l'aire des hexagones décroît. Donc l'aire et le périmètre décroître, et quand je vais là, j'ai des hexagones de plus en plus petits. Et puis il va arriver un moment où l'énergie de ces hexagones est trop grande parce qu'ils sont trop comprimés, et l'énergie va être plus grande que l'énergie de cellules collapsées, et le tissu va s'effondrer. Donc ça, c'est la ligne noire qui est là. Elle a deux parties, ici. Elle a une partie où lambda est égal à 0. Ça, c'est ce qui se passe quand gamma bar est supérieur ou égal à 2 C6. Vous avez le gamma bar égale C6 qui est là, et toute cette partie de la ligne noire où lambda est égal à 0. Puis après, vous avez cette région-là, et cette région-là, c'est cette courbe-là qui est là. Donc voilà la forme de cette ligne-là. Attendez, j'ai recopié la formule de travers, je crois. C'est 2C6 moins gamma bar. Ça, c'est cette courbe-là. Donc dans toute cette région-là, on a envie de dire que les hexagones réguliers sont stables, mais je ne vous ai pas prouvé qu'ils étaient stables, je vous ai prouvé que c'était un minimum de l'énergie et qu'ils étaient stables par rapport à l'effondrement. Alors Douglas Staples a fait des calculs numériques extrêmement précis et extrêmement poussés, et il trouve que c'est vrai presque partout. C'est vrai sauf dans cette toute petite région qui est la région assurée ici. Dans cette région assurée, il observe qu'il y a deux autres phases qui peuvent être stables. Il y a une toute petite région 3 où une combinaison d'octogones et de carrés est stable. Ça, c'est ce qui se passe dans cette région-là. Et puis, dans cette toute petite région bleue ici, vous avez des polygones à 12 côtés, qui sont irréguliers, qui coexistent avec des triangles. Et c'est comme ça qu'on atteint le minimum de l'énergie. Donc voilà le diagramme de phase qu'il propose ici. Cette ligne noire, c'est la ligne où les hexagones s'effondrent. Cette région bleue, qui est toute petite ici, c'est cette phase-là. Et cette région rouge, c'est cette phase-là. Alors vous allez me dire, est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus précis que faire des simulations numériques, ou de plus analytique que de faire des simulations numériques? Alors ce qu'a fait Douglas Staples, c'est qu'il a dit ici, dans cette région-là, j'ai un réseau régulier d'hexagones. Un réseau régulier d'hexagones, c'est un solide, donc je peux calculer les modules élastiques de ce solide. Alors comment est-ce qu'on fait pour calculer le module de cisaillement, par exemple? On a introduit un facteur de cisaillement, un cisaillement gamma. On dilate toutes les longueurs dans la direction x d'un facteur 1 plus gamma.
Suivant Y, on comprime les longueurs d'un facteur 1 plus gamma. Donc on part d'un système comme ça, qui est carré. On l'étire comme ça. Dans cette direction-là, on multiplie par 1 plus gamma. Dans cette direction-là, on divise par 1 plus gamma. Et on calcule l'énergie en fonction de gamma. Donc l'énergie E bar du tissu a des facteurs multiplicatifs qui sont assez triviaux. Le module élastique de cisaillement mu, c'est la dérivée seconde de E bar par rapport à gamma. Donc on peut faire le calcul de ce module de cisaillement. Je retrouve mon... Là. Dans cette région ici où on a un solide, on trouve un module de cisaillement fini. Et puis quand on se rapproche de cette ligne-là, le module de cisaillement tend vers 0. Donc le module de cisaillement tend vers 0 si lambda bar tend vers lambda bar 6. Alors c'est quelque chose qu'on aurait pu deviner. Hein. On aurait pu deviner parce que dans toute cette région-là, on a affaire à un solide qui est mou. Et un solide mou, c'est justement un solide qui ne coûte pas d'énergie quand on veut le déformer, et donc dont le module de cisaillement est nul. Donc ça veut dire que ce solide-là, d'hexagone régulier, il devient instable sous cisaillement quand lambda bar égale lambda bar 6, et il se transforme en un solide qui est mou et qui a un module de cisaillement nul. Donc ici, on a un module de cisaillement nul, et ici, on a un module de cisaillement fini. Alors pour un solide qui a une symétrie d'ordre 6 comme ça, il y a deux modules élastiques indépendants. Il y a un module de cisaillement et il y a un module de dilatation, un module de compression. Donc on peut calculer, je vais l'écrire là-bas. On peut calculer le module de compression. Module de compression, il faut introduire un facteur de dilatation, epsilon. On part d'un carré. Et cette fois, on multiplie par 1 plus epsilon dans les deux directions. Donc on fait un truc comme ça. On multiplie par 1 plus epsilon dans cette direction-là. Et on multiplie par 1 plus epsilon dans cette direction-là. Ça coûte de l'énergie, puisqu'on sort le système du minimum d'énergie. Et le module de compression, c'est la dérivée de l'énergie seconde par rapport à epsilon. Je vais l'appeler K. Alors, le module de compression, il est fini dans presque toute cette région verte, et il va s'annuler. Il va s'annuler quand on arrive sur la ligne qui est violette ici. Alors, il y a une grande partie de la ligne violette qui n'est pas importante, parce que le système a déjà collapsé avant qu'on atteigne la ligne violette. Et puis quand vous allez en haut, il y a une toute petite région ici, où le système régulier d'hexagone est instable. On retrouve ce que vous avez dit de Glass-Stephens, que dans cette région-là, ce qui est stable, c'est cette phase-là. Donc voilà le diagramme de phase du tissu. J'ai deux paramètres élastiques, la tension de ligne et puis l'élasticité du périmètre, le facteur de P2 dans l'énergie. J'ai une grande région d'un solide mou avec un nombre de côtés des polygones qui augmente petit à petit quand je me rapproche de cette ligne-là. Dans cette région-là, j'ai des hexagones irréguliers avec un périmètre qui est le périmètre P0. J'ai une très grande région d'hexagones réguliers. Et puis il y a une toute petite région où il y a des phases plus compliquées qui sont les phases qui sont là. Donc voilà ce qui arrive à un tissu quand il est dans son état fondamental. Évidemment, rien ne nous dit que le tissu est dans son état fondamental. Le tissu, il est obtenu par des divisions cellulaires et les divisions cellulaires vont remodeler le tissu. Donc il y a un remodelage du tissu par les divisions cellulaires qui va changer les propriétés du tissu.
je vais m'arrêter là. Ce que je ferai la prochaine fois, c'est que je repartirai de cet état fondamental. J'introduirai les transformations qui permettent le remodelage du tissu. Et on discutera, alors de façon beaucoup plus qualitative, la façon dont le tissu évolue quand il croît et l'état du tissu en croissance. Donc, ce qu'on veut discuter après, c'est l'état du tissu en croissance. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et ça, c'est le programme de la semaine prochaine. Merci.